Les amis, bonjour. La lecture by Alex. Cette semaine, il y a beaucoup de changements en ce moment sur ma chaîne. La lecture by Alex, c'est-à-dire que je vais vous lire un texte aujourd'hui, les amis, pour pratiquer votre prononciation. Qu'est-ce que j'entends par là? Je ne cesse de le répéter à mes élèves, la prononciation en français est liée à vos compétences en compréhension orale. C'est-à-dire que si vous prononcez bien un mot, une phrase, un texte, eh bien, vous comprendrez d'autant mieux ce mot, ces phrases, quand vous les entendrez. Si vous les prononcez bien, il y a une association qui se fait avec le fait de bien les comprendre quand vous les entendez. La prononciation, c'est un exercice, une pratique très importante quand on apprend une langue étrangère. Et quel est le meilleur exercice de prononciation possible? C'est la lecture à voix haute. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce type d'exercice et que je vous le proposerai à nouveau sur ma chaîne régulièrement. Ok? Je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle. Alors une nouvelle, c'est une courte histoire. D'accord? Il y a les contes et il y a les nouvelles. C'est une histoire courte, en l'occurrence de Guy de Maupassant, un auteur très célèbre, normand d'origine d'ailleurs. Je vais vous le présenter en quelques lignes avant de commencer la lecture. Guy de Maupassant avec cette nouvelle qui s'appelle Rêve. Rêve au pluriel. Ok, alors on va commencer la lecture tout à l'heure. Il y a 4 pages, hein, donc ce n'est pas si long. 4 pages de lecture. Vous allez voir apparaître certains mots à l'écran au fur et à mesure de la lecture. Ce sont les mots que je vais vous expliquer après la lecture. Ok, il y a quelques mots qui sont un petit peu plus compliqués que les autres. On est dans la littérature, donc il y a toujours des mots un petit peu difficiles à comprendre. Je vais vous les expliquer, j'en ai noté une bonne vingtaine, je crois. Donc, ceux que vous voyez apparaître à l'écran au fur et à mesure de la lecture, je vais vous les expliquer, ces mots-là. D'accord? Je vais également, à la fin de la lecture et à la fin des explications de ces mots, vous poser 4 questions sur le texte pour vous assurer que vous avez bien compris l'histoire. D'accord? Donc ça permet de, en plus, faire un exercice de compréhension orale. 4 questions relativement simples. Ouvrez grand vos oreilles. Et ça ne devrait pas être bien compliqué. C'est juste voilà, des petites questions pour valider le fait que vous avez bien compris l'histoire. Alors, Guy de Maupassant. Eh bien, Guy de Maupassant, il est né en 1850. Il est décédé en 1893. Donc, il est décédé relativement jeune, hein, à l'âge de 43 ans. C'est un écrivain français prolifique malgré sa courte existence, qui nous a laissé 6 romans et près de 300 nouvelles. 300 courtes histoires comme celle que je vais vous lire aujourd'hui, dans un style qui mélange réalisme et fantastique. Publié, donc ces œuvres ont été publiées de 1880 à 1891. Ces ouvrages décrivent avec réalisme les milieux mondains et ruraux. Son naturel profondément angoissé, à Guy de Maupassant, inspirera profondément le pessimisme et parfois l'horreur qui règne dans ses œuvres. Le Horla, par exemple, en 1887. Il finit par perdre la raison en 1891 et mourra 2 ans plus tard. Perdre la raison, ça veut dire devenir fou, hein, en quelque sorte. Voilà, une présentation de Guy de Maupassant qui est né donc en Normandie, pas très loin de Dieppe, et qui vivra plusieurs années à Étretat, que je vous présenterai, ou que je vous ai déjà présenté, selon la date à laquelle vous regardez sur cette vidéo, sur ma chaîne YouTube.
dans un vlog que je vais aller filmer à Étretat ou que peut-être j'ai déjà filmé selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous avez compris. Guy de Maupassant. Alors, comment nous allons opérer? Je vais me détacher de l'écran, les amis. On va couper ça comme ça. Guy de Maupassant. Rêve. Je vais même m'écarter un petit peu plus. On va faire comme ça et ça va être parfait. Guy de Maupassant. Rêve. C'est parti. Concentrez-vous, les amis. Ouvrez grand vos oreilles. Installez-vous confortablement et je commence. C'était après un dîner d'amis, de vieux amis. Ils étaient 5, un écrivain, un médecin et 3 célibataires riches sans profession. On avait parlé de tout et une lassitude arrivait, cette lassitude qui précède et décide les départs après les fêtes. Un des convives qui regardait depuis 5 minutes, sans parler, le boulevard houleux, étoilé de becs de gaz et bruissants, dit tout à coup « Quand on ne fait rien du matin au soir, les jours sont longs. » Et les nuits aussi, ajouta son voisin. « Je ne dors guère, les plaisirs me fatiguent, les conversations ne varient pas, jamais je ne rencontre une idée nouvelle et j'éprouve avant de causer avec n'importe qui, un furieux désir de ne rien dire et de ne rien entendre. Je ne sais que faire de mes soirées. » Et le troisième désœuvré proclama « Je paierais bien cher un moyen de passer chaque jour seulement 2 heures agréables. » 2 heures agréables, on pourrait faire la liaison. Alors, l'écrivain, qui venait de jeter son pardessus sur son bras, s'approcha. L'homme, dit-il, qui découvrirait un vice nouveau et l'offrirait à ses semblables, dût-il abréger de moitié leur vie, rendrait un plus grand service à l'humanité que celui qui trouverait le moyen d'assurer l'éternelle santé et l'éternelle jeunesse. Le médecin se mit à rire, et, tout en mâchonnant un cigare, « Oui, mais ça ne se découvre pas comme ça. On a pourtant rudement cherché et travaillé la matière depuis que le monde existe. Les premiers hommes sont arrivés, d'un coup, à la perfection dans ce genre. Nous les égalons à peine. » Un de ces 3 désœuvrés murmura « C'est dommage. » Puis, au bout d'une minute, il ajouta « Si on pouvait seulement dormir, bien dormir sans avoir chaud ni froid, dormir avec cet anéantissement des soirs de grande fatigue, dormir sans rêve. » « Pourquoi sans rêve ? Demanda le voisin. L'autre reprit. « Parce que les rêves ne sont pas toujours agréables et que, toujours, ils sont bizarres, invraisemblables, décousus, et que, dormant, nous ne pouvons même savourer les meilleurs à notre gré. Il faut rêver éveillé. » « Qui vous en empêche ? Interrogea l'écrivain. Le médecin jeta son cigare. « Mon cher, pour rêver éveillé, il faut une grande puissance et un grand travail de volonté et, partant, une grande fatigue en résulte. Or, le vrai rêve, cette promenade de notre pensée à travers des visions charmantes, est assurément ce qu'il y a de plus délicieux au monde. Mais il faut qu'il vienne naturellement, qu'il ne soit pas péniblement provoqué, et qu'il soit accompagné d'un bien-être absolu du corps. Ce rêve-là, je peux vous l'offrir, à condition que vous me promettiez de n'en pas abuser. » L'écrivain haussa les épaules. « Ah, oui, je sais, le hashish, l'opium, la confiture verte, les paradis artificiels. J'ai lu Baudelaire, et j'ai même goûté la fameuse drogue qui m'a rendu fort malade. » Mais le médecin s'était assis. « Non, l'éther, rien que l'éther. Et j'ajoute même que vous autres, hommes de lettres, vous en devriez user quelquefois. » Les 3 hommes riches s'approchèrent. L'un demanda
Expliquez-nous-en donc les effets. » Et le médecin reprit. « Mettons de côté les grands mots, n'est-ce pas? Je ne parle pas médecine ni morale. Je parle plaisir. Vous vous livrez tous les jours à des excès qui dévorent votre vie. Je veux vous indiquer une sensation nouvelle, possible seulement pour hommes intelligents. Disons même très intelligents, dangereuse comme tout ce qui surexcite nos organes, mais exquise. J'ajoute qu'il vous faudra une certaine préparation, c'est-à-dire une certaine habitude pour ressentir dans toute leur plénitude les singuliers effets de l'éther. Ils sont différents des effets du hashish, des effets de l'opium et de la morphine, et ils cessent aussitôt que s'interrompt l'absorption du médicament, tandis que les autres producteurs de rêverie continuent leur action pendant des heures. Je vais tâcher maintenant d'analyser le plus nettement possible ce qu'on ressent. Mais la chose n'est pas facile, tant sont délicates, presque insaisissables, ces sensations. C'est atteint de névralgie violente que j'ai usé de ce remède, dont j'ai peut-être un peu abusé depuis. J'avais dans la tête et dans le cou de vives douleurs et une insupportable chaleur de la peau, une inquiétude de fièvre. Je pris un grand flacon d'éther et, m'étant couché, je me mis à l'aspirer lentement. Au bout de quelques minutes, je crus entendre un murmure vague qui devint bientôt une espèce de bourdonnement, et il me semblait que tout l'intérieur de mon corps devenait léger, léger comme l'air, qu'il se vaporisait. Puis ce fut une sorte de torpeur de l'âme, de bien-être somnolent, malgré les douleurs qui persistaient, mais qui cessaient cependant d'être pénibles. C'était une de ces souffrances qu'on consent à supporter et non plus ces déchirements affreux contre lesquels tout notre corps torturé proteste. Bientôt, l'étrange et charmante sensation de vide que j'avais dans la poitrine s'étendit, gagna les membres qui devinrent à leur tour légers, légers comme si la chair et les os se fussent fondus et que la peau seule fût restée, la peau nécessaire pour me faire percevoir la douceur de vivre, d'être couché dans ce bien-être. Je m'aperçus alors que je ne souffrais plus. La douleur s'en était allée, fondue aussi, évaporée. Et j'entendis des voix, 4 voix, 2 dialogues, sans rien comprendre des paroles. Tantôt, ce n'étaient que des sons indistincts, tantôt, un mot me parvenait. Mais je reconnus que c'étaient là simplement les bourdonnements accentués de mes oreilles. Je ne dormais pas. Je veillais. Je comprenais, je sentais, je raisonnais avec une netteté, une profondeur, une puissance extraordinaire et une joie d'esprit, une ivresse étrange venue de ce décuplement de mes facultés mentales. Ce n'était pas du rêve comme avec le hashish, ce n'étaient pas les visions un peu maladives de l'opium, c'était une acuité prodigieuse de raisonnement, une nouvelle manière de voir, de juger, d'apprécier les choses de la vie et, avec la certitude, la conscience absolue que cette manière était la vraie. Et la vieille image de l'écriture m'est revenue soudain à la pensée. Il me semblait que j'avais goûté à l'arbre de science, que tous les mystères se dévoilaient, tant je me trouvais sous l'empire d'une logique nouvelle, étrange, irréfutable. Et des arguments, des raisonnements, des preuves me venaient en foule, renversés immédiatement par une preuve, un raisonnement, un argument plus fort. Ma tête était devenue le champ de lutte des idées. J'étais un être supérieur, armé d'une intelligence invincible, et je goûtais une jouissance prodigieuse à la constatation de ma puissance. Cela dura longtemps, longtemps. Je respirais toujours l'orifice de mon flacon d'éther. Soudain, je m'aperçus qu'il était vide, et j'en ressentis un effroyable chagrin. Les 4 hommes demandèrent ensemble:
Docteur, vite, une ordonnance pour 1 litre d'éther. » Mais le médecin mit son chapeau et répondit: « Quant à ça, non. Allez vous faire empoisonner par d'autres. » Et il sortit. Mesdames et messieurs, si le cœur vous en dit... Alors, si le cœur vous en dit, c'est la fin de l'histoire, hein. Si le cœur vous en dit, ça signifie si vous en avez envie. C'est un peu une porte ouverte, hein, au vice, en l'occurrence, par rapport à l'histoire, hein. Est-ce que cette histoire vous a plu, les amis? J'espère, en tout cas. Faites-le moi savoir. Je vais reprendre, sans forcément faire dérouler le texte, mais je vais reprendre les mots qui sont apparus à l'écran pour vous les expliquer, les amis. J'en ai entouré, je vous l'ai dit, une bonne vingtaine, et après, je vous poserai des questions sur le texte. On ne va pas faire de deuxième lecture, ce serait un petit peu long. N'hésitez pas, cela dit, évidemment, à réécouter l'histoire pour mieux la comprendre si vous en avez besoin. Je vais repasser en plein écran, on est aussi bien comme ça. Les amis, j'ai entouré plusieurs choses, donc au fur et à mesure du texte, hein. On avait parlé de tout, et une lassitude arrivait. La lassitude, c'est l'ennui, hein, l'ennui ou le découragement. On se lasse de faire quelque chose quand c'est répété, hein, c'est décourageant. Mais globalement, la lassitude, ça veut dire l'ennui, hein. Une lassitude arrivait, ça veut dire que ces personnes s'ennuyaient. On a noté aussi des convives. Des convives, ce sont des invités. C'est du langage relativement soutenu. Un ou des convives, ce sont un ou des invités. Je ne dors guère, les plaisirs me fatiguent, les conversations ne varient pas, etc. Je ne dors guère. C'est très littéraire ça, on le voit surtout à l'écrit dans les œuvres littéraires. Je ne dors guère, ça veut dire je ne dors pas beaucoup, hein. Guère associé à la négation ne, un verbe guère, hein. Je ne mange guère, je ne dors guère, ça veut dire pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Et le troisième, désœuvré, proclama, hein. Alors désœuvré, ça veut dire qui n'a rien à faire, par manque de centre d'intérêt, en quelque sorte, hein. C'est désœuvré, il est là sans trop savoir pourquoi, hein. Il n'a rien à faire. Aucun centre d'intérêt, c'est l'ennui total, l'ennui profond, voilà, absolument rien à faire. Le désœuvré, c'est un nom pour qualifier cette personne voilà, qui est dans le néant de l'ennui. Alors l'écrivain qui venait de jeter son pardessus sur son bras, un pardessus, c'est un manteau d'homme, hein, donc on imagine, voilà, son manteau, il se l'est mis sur le bras, hein, un pardessus, voilà. Dut-il abréger de moitié leur vie? Abréger de moitié leur vie. Abréger, c'est diminuer. Donc diminuer de moitié leur vie, hein. Ensuite, nous avions noté, et tout en mâchonnant un cigare. Mâchonner, ça veut dire, hein, mâcher, je ne vais pas vous faire le bruit un petit peu désagréable sans doute. On mâche un chewing-gum. Un chewing-gum, on dit, un chewing-gum, on mâche un chewing-gum, on mâche aussi un cigare. C'est le fait de mâcher lentement, mordiller quelque chose qu'on tient entre les dents, qu'on mâchonne avec les dents, hein, donc un chewing-gum, ou on dit ça pour un cigare également, mâchonner. Dormir avec cet anéantissement des soirs de grande fatigue. L'anéantissement, c'est l'abattement total, ou voire dans certains cas, ça peut aussi vouloir dire la destruction complète, hein. Là, en l'occurrence, dormir avec cet anéantissement des soirs de grande fatigue, quand on est anéanti, c'est qu'on est complètement abattu, hein, c'est l'abattement total. Ensuite, nous ne pouvons même savourer les meilleurs à notre gré. À notre gré, ça veut dire comme il nous plaît. Comme il nous plairait, en l'occurrence, conditionnel, à notre convenance, hein, à notre gré, c'est à notre convenance, comme il nous plaît, comme il nous plairait.
J'ai souligné ensuite... Alors oui, une formule un petit peu curieuse, que vous me promettiez de n'en pas abuser. Ça c'est très littéraire aussi, on ne parlera pas comme ça à l'oral évidemment, hein, mais des formes inversées comme ça de la négation. À n'en pas abuser. L'écrivain haussa les épaules. Hausser, c'est mettre à un niveau plus élevé. Hausser les épaules, c'est ça. Hein, on va dire, on n'ose pas les épaules, c'est-à-dire, bah, je sais pas. Je sais pas. Voilà, on hausse les épaules comme ça. La confiture verte, c'est une œuvre donc de Baudelaire. J'avoue que je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si ça a une autre signification précise liée aux drogues, hein, puisque là, en l'occurrence, dans le dialogue, il dit « Ah oui, je sais, le hashish, l'opium, la confiture verte, les paradis artificiels. J'ai lu Baudelaire et j'ai même goûté la fameuse drogue qui m'a rendu fort malade. » La confiture verte, c'est une référence à la littérature de Baudelaire. Est-ce qu'en l'occurrence, c'est qualifier une certaine drogue précise? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire, les amis. Pareil, j'avais souligné, vous en devriez user quelquefois. Ça, c'est très littéraire aussi, hein. Vous ne l'entendrez absolument jamais au quotidien. En français, évidemment, c'est uniquement du langage littéraire. Vous vous livrez tous les jours à des excès qui dévorent votre vie. Dévorer, ça veut dire manger en déchirant avec les dents. Hein. Un félin, un lion, un tigre, hein, va dévorer sa proie. Il va arracher un bout de viande comme ça avec les dents, hein, avec ses crocs. On va dévorer un poulet tout entier, par exemple. Voilà, c'est manger avidement. Hein, c'est vraiment à grande bouche. Hein, dévorer. Bon, bah là, c'est une métaphore, évidemment. Vous vous livrez tous les jours à des excès qui dévorent votre vie. Pour parler très familièrement, des excès qui vous bouffent la vie, on dit aussi. Hein. C'est une connotation négative, évidemment. C'est-à-dire une certaine habitude pour ressentir dans toute leur plénitude les singuliers effets de l'éther. Plénitude, donc plein, hein, plein, plénitude, ampleur, épanouissement, état de ce qui est complet dans toute sa surface. La plénitude, voilà, c'est plein, hein, un plein épanouissement en quelque sorte. On dit aussi dans la plénitude de sa beauté, c'est que on est la personne est au top du top de sa beauté. Hein, la personne n'a jamais été aussi belle, dans la plénitude de sa beauté. Bon, eh bien, une certaine habitude, hein, pour ressentir dans toute leur plénitude les singuliers effets de l'éther, ça veut dire ressentir au maximum qu'il serait possible de ressentir les singuliers effets de l'éther, si vous voulez. Dans toute leur plénitude, c'est ça que cela signifie. C'est atteint de névralgie violente que j'ai usé de ce remède. C'est atteint de névralgie. Une névralgie ou des névralgies, c'est une douleur liée à l'atteinte d'un nerf, une inflammation par exemple. Hein. Névralgie, un nerf. Les dents, peu importe, voilà, un nerf. Okay, une névralgie, c'est une douleur très forte liée à l'atteinte d'un nerf. Que j'ai usé de ce remède. Un remède, c'est une substance employée au traitement d'une maladie. D'accord ? Un médicament, c'est un remède, par exemple. On parle de remède miracle. Hein. Il n'y a pas de remède miracle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement miraculeux. Hein. Un remède, c'est une substance, quelle qu'elle soit, employée au traitement d'une maladie. Nous avons ensuite bourdonnement. Bourdonnement, c'est un bruit sourd et continu que font certains insectes, en l'occurrence le bourdon. C'est une grosse bête, là, grosse abeille, là, un petit peu, là, qui ne pique pas. Hein, c'est le bourdon, ça. Le bourdon, il a un bruit très sourd, comme ça. Sourd et continu. Je ne vais pas vous le faire dans les oreilles, ça va être désagréable, mais vous m'avez compris. On peut dire aussi un murmure sourd. Hein, c'est un bruit sourd, un murmure sourd et continu. On appelle ça un bourdonnement. Et l'insecte qui vole, on appelle ça le bourdon.
D'accord? Puis ce fut une sorte de torpeur de l'âme. Torpeur. Torpeur, c'est une diminution de la sensibilité, de l'activité, mais sans perte de conscience. D'accord? Diminution de la sensibilité, quelle qu'elle soit, de l'activité, mais sans perte de conscience. C'est exactement ce qui qualifie la torpeur. D'accord? De bien-être somnolent. Somnolent, c'est une diminution momentanée de l'éveil quand on somnole. Hein. Vous êtes au volant de votre voiture, évidemment ça ne doit pas arriver, mais vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes très fatigué. On dit que vous somnolez comme ça. Hein. C'est voilà, très envie de dormir et vous êtes entre l'éveil et le sommeil. C'est ce qu'on appelle un état de somnolence. Hein. On est somnolent. Ok, être à moitié endormi. Malgré les douleurs qui persistaient, qui demeuraient, qui duraient, qui continuaient. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que l'on consent à supporter. C'était une de ces souffrances qu'on consent à supporter. Consentir, ça veut dire accorder. Hein. On se résout à supporter cette douleur, si vous voulez. On s'accorde. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc, on consent à supporter. D'accord? Ensuite, gagna les membres qui devinrent à leur tour légers. C'est devenir au passé simple, les amis, qu'on ne croise jamais au quotidien. Ce passé simple, eh bien voilà. Dans les livres, on le croise, le passé simple, pour raconter une histoire. Un petit peu plus loin, tantôt ce n'était que des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait. Tantôt, c'est rigolo parce que c'est très normand ça comme expression en quelque sorte. On le dit beaucoup en Normandie. Hein. Tantôt pour dire cet après-midi. Je vais faire les courses tantôt. Ça veut dire en Normandie, je vais faire les courses cet après-midi. Ici, tantôt ce n'était que des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait, ça veut dire soit. Hein, c'est pour alterner comme ça. Alors parfois ce n'était que des sons indistincts, et puis aussi, parfois un mot me parvenait, tantôt. Okay. Accentuer, les bourdonnements accentués de mes oreilles. Accentuer, c'est qui deviennent plus intenses. Hein. Quand on met l'accent sur quelque chose, on accentue. Hein, ça veut dire que ça devient plus intense. Ensuite, décuplement, c'est l'accroissement. Une ivresse étrange venue de ce décuplement de mes facultés mentales. Décuplement, c'est l'augmentation, c'est l'accroissement. D'accord ? C'était une acuité prodigieuse. Une acuité, c'est une qualité de ce qui est intense. L'acuité de l'intelligence, c'est une intelligence très développée, si vous voulez. C'était une acuité prodigieuse de raisonnement. C'est une grande faculté prodigieuse, hein, une très grande faculté à raisonner facilement, si vous voulez. C'était une acuité, c'est voilà, pour décrire une qualité de, enfin, la qualité de ce qui est très intense. Irréfutable, qu'on ne peut pas réfuter. Irréfutable. Incontestable, indiscutable, indubitable. D'accord ? Je respirais toujours l'orifice de mon flacon d'éther. L'orifice, c'est l'ouverture. Hein, si on prend une bouteille, l'orifice d'une bouteille, c'est le trou d'ouverture sur le haut, si vous voulez. Hein. De mon flacon d'éther, le flacon, c'est un récipient, vous savez, comme un flacon de chimie où on va mettre un bouchon sur le dessus. Un flacon, c'est souvent en verre ou en plastique, mais on imagine plutôt en verre. Hein. Les instruments de chimie, vous savez, où on verse des produits dedans et on met un petit bouchon, ça s'appelle un flacon. Et j'en ressentis un effroyable chagrin. Effroyable, affreux, atroce, horrible, un horrible chagrin. D'accord ? Docteur, vite, une ordonnance pour 1 litre d'éther.
Une ordonnance, c'est une prescription d'un médecin. Vous savez, le petit papier que le médecin doit vous faire pour pouvoir aller à la pharmacie acheter tel ou tel médicament. Ça s'appelle une ordonnance, une prescription d'un médecin. Docteur, vite, une ordonnance pour 1 litre d'éther. Dire, s'il vous plaît, faites-nous le petit papier pour qu'on puisse aller se procurer 1 litre d'éther. Ça, c'est à la fin de l'histoire. Voilà les amis, je vais vous poser les 4 questions à présent pour savoir si vous avez bien compris le texte. Ce ne sont pas des questions difficiles. Sachez que les réponses à ces 4 questions sont dans le premier commentaire sous la vidéo. D'accord? Donc ne trichez pas, bien entendu. Écoutez bien ces 4 questions, elles sont simples. Je vous laisse y répondre. La première, il y a donc 5 vieux amis dans cette histoire, d'accord? Ils sont décrits au début de l'histoire comme étant 3 célibataires, un médecin et un quoi? Deuxième question. Qu'est-ce que le médecin mâchonne? Qu'est-ce que le médecin mâchonne? Qu'est-ce qu'il mâchonne? Troisième question. À quelle occasion le médecin avait-il testé les effets de l'éther? À quelle occasion le médecin avait-il testé les effets de l'éther? À quel moment a-t-il usé de ce remède? C'est exactement l'expression qui est employée dans le texte. Quatrième et dernière question. Que ressent le médecin, que ressentit le médecin quand il s'aperçut que son flacon d'éther était vide? Qu'est-ce qu'il ressentit précisément? C'est dit dans le texte. Hein. Que ressentit le médecin quand il s'aperçut que son flacon d'éther était vide? N'hésitez pas à me les écrire en commentaire, vos réponses éventuellement. En tout cas, les réponses correctes sont dans le premier commentaire sous cette vidéo, les amis. J'espère que, comment on appelle ça, peut-être pas un podcast, bien que je pourrais aussi uniquement le publier en audio pour une écoute. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on continue dans ce sens-là pour régulièrement faire de la lecture ensemble? En principe, c'est très efficace. C'est même une certitude pour pratiquer votre prononciation. J'espère, ou en tout cas n'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour lire à voix haute avec moi. Ok? C'est très très efficace pour améliorer évidemment votre prononciation, mais croyez-le ou non, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour améliorer votre compréhension orale également. Ok? Merci en tout cas les amis d'être restés jusque-là. Je vois que ma bougie s'est éteinte, je suis très déçu, j'avais fait une petite ambiance comme ça. Eh bien, elle m'a lâché, ma bougie. Peu importe. Merci les amis d'être restés jusque-là. Je vous dis à la prochaine fois. Travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, comme toujours, et à très bientôt sur le français by Alex, la lecture by Alex ou peut-être la Normandie by Alex. On verra la suite. Ciao les amis.